Bonjour, bienvenue à Sans détour, ici Isanne Pellerin. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit notre chroniqueur Julie Chatienne qui va nous dire comment être plus heureux en 2025. On reçoit également le docteur Gilbert Bernier qui est docteur en biologie moléculaire qui va nous parler d'une technique pour redonner la vue aux personnes qui l'ont perdue. On parle également à Jeannette Rodriguez, qui est coordonnatrice de sensibilisation pour l'Ontario pour handicap sans pauvreté, qui va nous parler d'un nouveau formulaire qui a été reçu donc avec des mentions pour le Canada qui n'a pas fait ses devoirs. On commence l'émission avec notre chroniqueur, Madame Julie Chatienne, qui va nous parler pour la chronique en bien-être. Julie Chatienne, qui est animatrice des émissions Mission Vision et Sourde et courageuse sur Canal-M. Bonjour Julie. Bonjour, enchantée, c'est Élisiane ou Élisane? C'est Élisane, c'est un I. Ah, d'accord. Bon, ben, enchantée, Élisane. C'est un grand plaisir qu'on puisse faire cette chronique ensemble. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Julie, vous nous parliez donc de comment être plus heureux en 2025. Oui, exact. Ben, moi, souvent, j'aime ça faire quand on commence l'année, là, vers où on s'en va. Souvent, c'est en lien un peu avec un petit bilan aussi de la fin d'année. Puis là, ben, cette année, je voulais vous amener une petite réflexion par rapport à ça. Il y a plusieurs stratégies. Il y en a, ça va faire du sens pour vous. Il y en a d'autres, ça ne fait pas de sens. Ça, c'est vraiment correct. C'est juste de dire que vous avez plein d'options. Vous pouvez piger dans ces différents petits trucs-là que je vais donner. Donc, pour 2025, qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus heureux? Et alors, la première stratégie qu'on pourrait faire, en fait, c'est beaucoup au niveau des relations sociales. Donc, que ça soit au niveau de notre réseau d'amis, nos proches comme ça, et aussi au niveau de notre vie de couple. Parce que, tu sais, des fois, tout ce qui peut impacter au niveau de la vie de couple, fait que dans le fond, c'est qu'on voit que c'est vraiment un des grands facteurs du bonheur quand le couple va bien. Les études concluent vraiment que les gens qui sont en couple sont généralement plus heureux. Quand ils sont dans une relation positive, évidemment, c'est pas pour rien que souvent les gens, quand ils sont célibataires, ils ont quand même besoin d'être entourés, d'avoir des gens autour d'eux, parce que quand on regarde au niveau du cercle social, c'est la même chose. C'est que ce lien-là va nous amener finalement à être plus heureux, tout simplement. Et on voit même que les personnes, exemple, qui s'en vont vers la retraite, ben le réseau social est très important. Autant la vie de couple, s'il y en a, que d'avoir un réseau social. Parce que ça va remplacer les collègues qu'on avait quand on travaillait et tout ça. Donc ça fait partie, ça va beaucoup aider au niveau de notre cerveau à sécréter de la sérotonine, de l'hormone du bonheur. Et il y a même des études là, qui poussent dans cette direction-là. Ben oui, mais c'est ça exactement. Il y a des études qui poussent dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça qu'en 2025, moi, j'avais envie de vous dire de regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de votre entourage. Il y a aussi au niveau des parents. Les parents qui vont avoir des fois des petits défis avec leurs enfants, leurs adolescents. Et c'est d'encourager aussi les adolescents de dire, moi, cette année, je vais essayer de créer un lien un petit peu plus fort avec mon jeune, mon adolescent, que je trouve ça un petit peu plus difficile. Je vais essayer d'aller le chercher. Et ça aussi, on s'est rendu compte que ça va avoir beaucoup, beaucoup d'impact, autant évidemment sur les jeunes, mais sur les parents aussi. Et il y a le fait de bouger également qui va nous pousser à être plus heureux. Oui, c'est ça, c'est sûr. Évidemment, faire du sport, faire de l'activité physique, de trouver en fait quelque chose qui nous fait du bien. Donc, que ça soit une activité régulière qu'on va faire, mais ne sera juste de dire « Ah, tiens, il fait beau dehors, ben je vais aller marcher. » Tu sais, de trouver des occasions aussi pour sortir, de dire « Ah, moi, c'est quoi mon genre d'activité que j'aime? Ah, c'est plus le yoga, par exemple. Ben, est-ce que je peux m'inscrire dans un cours de yoga? »
Est-ce que je peux faire du yoga chez moi? Il y a plein de choses comme ça, mais vraiment d'amener ce mouvement-là dans le corps, parce que quand on bouge le corps, quand on est en mouvement, bien, ça va faire un mouvement aussi au niveau de nos cellules dans notre cerveau. Ça va aider, ça va contribuer, ça va faire que ça va pas comme tout stagner là, avec des idées plus négatives et tout ça. C'est vrai que quand on bouge, là, on fait circuler nos pensées aussi. Et on sécrète également des hormones, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, le fait de faire du sport, par exemple, sécrète énormément d'hormones de bonheur. Oui, l'endorphine, exactement. Ça, c'est prouvé que ça va amener un sentiment de bonheur, de bouger régulièrement. Il y a aussi des petits trucs faciles, là, comme le fait de prendre 5 minutes pour relaxer. Oui, ben c'est ça, en fait, la relaxation, des fois, on oublie, hein, on pense pas que c'est si important, mais oui, c'est important, puis c'est pour ça que je dis 5 minutes, c'est pas long, là. C'est de dire, regarde, le matin, je me lève, je prends un petit 5 minutes, ça peut être justement, il fait soleil, on fait, moi j'appelle ça un bain de soleil, là. On s'installe comme ça, là, 5 minutes face au soleil, même que ça soit dehors, bon, j'avoue que c'est un peu froid, mais quand même, 5 minutes au soleil, ça va faire que ça va même jouer, ça va même contribuer pour notre sommeil le soir. Le fait d'avoir pris des rayons de soleil dans la journée, et plus c'est tôt le matin, mieux c'est ici pour aider à notre sommeil. Ça va comme enclencher notre mécanisme au niveau de la mélatonine. Fait que c'est très, très, très positif. Mais c'est pour ça que je dis, après ça, c'est 5 minutes. De respirer, d'être dans le moment présent. Moi, j'aime ça faire aussi comme un body scan de mon corps, comment je me sens dans mon corps, est-ce que je sens une chaleur, est-ce que ça pique, est-ce que ça me fait mal. C'est de voir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Ça va aussi aider à ce qu'on soit plus connecté à nous-mêmes. Si on est plus connecté à nous-mêmes, bien, ça va nous aider à être plus heureux parce qu'on va être en mesure de sécréter des pensées qui sont un petit peu plus positives. On va s'éloigner finalement un peu plus de l'anxiété, du stress. Vous parlez également de l'exercice des 3 bonheurs. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Les 3 bonhommes sourires? Les 3 bonheurs. Les 3 bonheurs, moi, dans le fond, c'est ça, les 3 bonheurs, moi, j'appelle ça les trois bonhommes sourires. Les 3 bonhommes sourires, j'ai dit ça parce que, dans le fond, les 3 bonheurs, c'est qu'en fin de journée, on s'installe, avant de se coucher, exemple, c'est un peu comme un petit bilan qu'on fait avant de s'endormir. Et là, on se demande, c'est quoi nos 3 bonheurs de la journée, nos 3 petits trucs là, qu'on dit, hey, ça, là, ça a vraiment été extraordinaire, ça m'a amené beaucoup de joie. Ça peut être tout petit, là. Ça peut être tout simplement dire, aujourd'hui, moi, mon petit bonheur aujourd'hui, ça a été de prendre un petit café avec une amie. Mon petit bonheur, ça a été que j'ai finalement réussi à ranger des papiers qui traînaient, puis j'ai fait le ménage. C'est quoi les 3 petites choses qu'on peut dire, wow, ça, c'était une belle journée. Puis en fait, ce que ça permet, c'est d'aller connecter finalement avec la gratitude. Cette émotion-là que naturellement, on va des fois oublier, hein, on va mettre un peu de côté dans le quotidien, le brouhaha de la vie, mais là, c'est comme de dire, hey, j'ai des gratitudes, moi, aujourd'hui. Puis plus je vais avoir des gratitudes, plus je vais être heureux. Ça permet, en fait, de voir quand même, quand il y a des difficultés, il y a des choses positives là, qui peuvent ressortir dans notre journée. Ah ben oui, tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose de positif. C'est pour ça que je dis, ne serait juste une petite chose. Comme aujourd'hui, il fait soleil. Il y a combien de personnes qui ont juste pris le temps de dire « Wow, hey, quelle belle journée! » Non, souvent, le monde va dire « Oh mon Dieu, il fait froid, ça n'a pas de sens, c'est glacé dehors. » Oui, mais on a un magnifique soleil. Donc, des fois, c'est juste d'amener notre cerveau. En fait, c'est un peu de forcer notre cerveau à focusser sur le positif. J'avoue que moi, je me suis tentée de dire qu'il faisait froid plutôt que de dire qu'il faisait soleil. Je pensais à vous en ressortant tout à l'heure du studio. Oui, c'est ça. Fait que moi, si les gens aujourd'hui font juste faire ça, là, juste de dire « Hey, il fait soleil », pas plus, pas moins, là, pas juste de dire « Il fait soleil », mais non, juste « Il fait soleil ». Wow, on est-tu chanceux d'avoir ce beau soleil-là aujourd'hui? C'est vraiment simple, mais souvent, quand on est comme, dans le quotidien, on peut être stressé, on peut vivre toutes sortes de situations, des fois des délais, des échéances, on sent qu'on a le citron qui est pressé au maximum. Mais des fois, juste d'arrêter 5 minutes, je respire, je prends des grandes respirations et je me dis, il fait soleil. Ça peut changer toute ma journée.
Vous parlez également de l'importance de la santé psychologique. Oui, bien, c'est sûr. Moi, dans mes chroniques, justement, vu que c'est une chronique pour du bien, donc on est dans le bien-être. Moi, c'est super important. Et depuis le début, c'était différent, vu que c'était comme pour partir l'année. Mais sinon, mes dernières chroniques, moi, j'avais décidé que dans la prochaine année, j'allais parler d'émotions. Donc, chaque chronique allait être ciblée sur une émotion et qu'on se mette à l'explorer ensemble. Parce que souvent, on veut pas ressentir des émotions. Mais là, l'importance, c'est le contraire. C'est plus on va focuser sur nos émotions, autant négatives, là, la colère, de la peine, de la détresse, du stress, de l'anxiété, plus on va connecter avec nos émotions, plus ça va nous aider à nous éloigner de la dépression, le burn-out, l'épuisement, parce que je vais en être consciente. Ça ne veut pas dire que parce que je suis consciente que j'ai de la peine, que là, tout d'un coup, j'ai plus de peine. C'est pas ça. Mais c'est juste que le fait de focusser sur l'émotion, je suis pas en train de la tasser dans un coin, puis qu'à un moment donné, elle pourrait venir me sauter dessus, là, parce que là, tout d'un coup, là, je suis plus capable d'endurer rien. Mais c'est parce que l'émotion est comme ça. Elle va jamais partir. Tant qu'elle n'est pas validée, tant qu'elle t'as pas pris conscience de ton émotion, elle va rester là. Ça, c'est la petite chose que je veux dire aux gens. On peut pas tasser une émotion. Ça ne se fait pas. L'émotion, elle va toujours rester. Si on la sort de notre système, moi, que j'aime dire, on va le dire, on va l'écrire, on va le crier, on va le suer, tu sais, qu'il y ait un processus avec l'émotion, puis là, à ce moment-là, on peut être plus heureux. En terminant, vous dites que malgré tous ces petits trucs-là, on n'est pas évidemment à l'abri de faire une dépression, d'avoir besoin d'aide d'un médecin ou d'un professionnel de la santé. Donc, en cas de doute, il vaut mieux aller consulter. Ah, mais là, absolument, ça c'est sûr. Dès qu'on sent là, que malgré là, des petits trucs qu'on va faire, ça marche pas, si on a de la misère, justement, à juste dire, je peux même pas m'imaginer prendre 5 minutes puis voir qu'il fait soleil, j'ai juste le goût de pleurer, ben oui, à ce moment-là, d'aller consulter, que ce soit le médecin, que ce soit aussi en thérapie, ça peut vraiment aider. Madame Julie Chartier, qui est animatrice des émissions Mission Vision et Sourde et courageuse sur Canal-M, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien, ça a été un grand plaisir, Elisane. On se retrouve bientôt. Bye-bye. Parfait, merci, bonne journée. Wake up, sunrise shines back into you. Feel the sunlight shine back into you. Back into you. Back into you. Seize your internal Solaria. Solaria. Solaria.
On rejoint maintenant le docteur Gilbert Bernier, qui est docteur en biologie moléculaire et directeur de l'unité de recherche sur les mécanismes moléculaires du vieillissement neuronal. Monsieur Bernier est également professeur agréé du département de neurosciences de l'Université de Montréal. Bonjour, Monsieur Bernier. Bonjour, merci pour cette invitation. Donc, M. Bernier, vous venez nous parler des avancées par rapport au fait qu'on pourrait reprendre la vue pour les personnes là, qui ont perdu la vue. Oui, bien, c'est la suite de travaux qu'on a débutés il y a très, très longtemps. Donc, une découverte que j'ai faite qui date depuis 2005 initialement et qu'on avait publié beaucoup plus tard, donc en 2015, 10 ans plus tard. Ça a été le premier jalon de cette découverte-là qui nous permettait, avec cette nouvelle méthode-là que j'ai inventée, à partir de cellules souches pluripotentes humaines, donc des cellules très, très primitives qui peuvent techniquement générer n'importe quelle cellule du corps humain, on a trouvé une méthode puis une molécule qui forçait les cellules à acquérir là, une identité de photorécepteurs, donc les cellules qui dégénèrent dans plusieurs maladies dégénératives de la rétine. Donc, et cette méthode-là est très efficace. Donc, vous parliez de la création de feuillets rétiniens. Qu'est-ce que c'est des feuillets rétiniens pour monsieur, madame, tout le monde? Bien, la rétine, c'est quand même, c'est très, très mince. C'est une couche, il y a peut-être 20 couches de cellules seulement. Donc, c'est très, très mince et ça contient plusieurs types de cellules, dont des photorécepteurs. C'est les cellules qui perçoivent la lumière. Donc, c'est les cellules photoréceptrices. Et on a réussi à recréer ce phénomène-là avec cette méthode-là. Donc, on est capable de créer finalement une rétine embryonnaire humaine dans un pétri de laboratoire en grande quantité. Et donc, ces feuillets-là, finalement, sont l'équivalent d'une rétine embryonnaire humaine. Ouais. Et vous dites que ça ressemble un peu à une crêpe, là, et que vous pourriez, en fait, aller mettre ça, donc, sur des yeux humains pour les greffer, en fait. Oui, donc, c'était les travaux qu'on a publiés, donc, à la fin de 2024, là, on a utilisé ces feuillets-là humains, de rétine humaine, qu'on a transplantés dans un modèle animal, donc des porcs, dans lesquels on avait fait des lésions rétiniennes. Donc, on avait détruit une partie des photorécepteurs avec une technique particulière. Et là, on a pu mesurer qu'il avait perdu la vue dans cette région-là du champ visuel. Et là, par chirurgie, avec l'aide d'un chirurgien, un vrai chirurgien, neurochirurgien ophtalmique humain, donc on avait une salle complète de chirurgie, là, c'était très impressionnant. On a transplanté ces feuillets-là humains dans la rétine de porc pour essayer de voir si on remplaçait la rétine endommagée ou perdue, si on était capable de restaurer la vision perdue. Donc ça, c'est l'étude qu'on a publiée. Et chez certains animaux où on a réussi à faire la chirurgie, notre plus grand problème, c'était d'avoir une chirurgie efficace, donc d'amener cette crêpe-là exactement au bon endroit sans qu'elle se replie. Là, on a vu des effets très, très positifs. Donc, il y avait une association entre le tissu de l'autre, donc du porc, et le tissu humain qu'on a implanté. Et on a vu aussi une réponse fonctionnelle. Lorsqu'on stimulait les animaux avec de la lumière, on voyait que la région qui était initialement, qui avait une lésion, donc il n'y avait plus de réponse, là, on voyait soudainement l'apparition d'une réponse électrophysiologique à la lumière. Et il y a une raison pour laquelle on utilise donc des mini-cochons. Ben, la raison principale, c'est que c'est ce qui est le plus proche de l'humain. Donc là, les gens travaillent souvent, on commence avec les souris, les rats peut-être, mais là, le porc, en termes de taille, d'anatomie, de morphologie, donc un porc, là, à vrai dire, c'est des mini-cochons, mais qui font quand même le poids d'un homme adulte, donc 180 livres à peu près. Quand même. Oui, quand même, c'est des mini-cochons. Et donc, c'est très, très proche de l'humain, la physiologie est proche de l'humain. Et pour le neurochirurgien ophtalmique qui est spécialisé, lui, chez les humains, ben, c'est pas trop loin de son outil de travail quotidien de travailler avec un porc parce que les yeux sont quand même assez gros, pas aussi gros que ceux des humains, mais très proches. Donc, parce que nous, on veut s'approcher le plus possible d'une application clinique chez les patients.
Et c'est quoi les prochaines étapes, là, maintenant que ça semble avoir fonctionné donc sur des mini-cochons? Les prochains mois, les prochaines années ressembleront à quoi pour vous? Oui, c'est une très bonne question. Mais il y a deux choses. La première chose, c'est lors de cette étude-là, on a aussi démontré que c'était sécuritaire. Donc, il y a plusieurs possibilités qu'il y ait des effets néfastes de ce genre de transplantation-là. Et on a vu qu'il n'y avait pas d'effet néfaste, il n'y avait pas d'anomalie, il n'y avait pas de cellules qui proliféraient chez les animaux, tout ça. Ça, c'était une très bonne nouvelle. On n'a vu aucun anomalie ou effet négatif de la transplantation. Ça, on était très contents. Ça, c'est quand même un élément important de l'étude, l'aspect sécurité de la thérapie. La prochaine étape, c'est que là, notre problème, c'est pas de produire ces feuillets rétiniens-là. On est capable vraiment de le faire de façon très efficace en extrêmement grande quantité. On a comme une usine, si on veut, en laboratoire pour faire ça. C'est d'aller placer ce feuillet-là, qui est très petit, au bon endroit et de façon stable et qui reste que cette crêpe-là ne se replie pas sur elle-même. Donc, ça paraît simple, mais ça, c'est extrêmement complexe au niveau chirurgical. Donc là, on fait un peu de l'ingénierie. On va faire pousser nos feuillets de photorécepteurs sur une espèce de substrat semi-perméable, puis c'est ce substrat-là qui va devenir notre outil d'implantation en dessous pour implanter ça dans l'œil. Donc la crêpe, si on peut, on va la fixer sur cette espèce de petite membrane perméable-là, qui est semi-rigide, et qui va nous permettre de la placer exactement au bon endroit. Dans le cas des humains, ça va être au niveau de la macula. Donc, on ne veut pas la placer n'importe où dans l'œil. Notre traitement est spécialement fait pour restaurer la vision centrale, donc la région maculaire chez l'humain. Donc là, on va pouvoir aller placer ça exactement au niveau de la macula et la crêpe va rester complètement dépliée. Donc, on devrait avoir un effet optimal de la thérapie. On est rendu là. Donc, on fait de l'ingénierie avec des physiciens, avec des ingénieurs pour créer ces substrats-là. Et ensuite, on va réimplanter ça encore dans des animaux, chez le porc, tout ça. Et là, si ça fonctionne, puis on a des très hauts taux de succès, bien là, on va être prêt à aller en études cliniques phase 1 chez des patients possiblement aveugles. Ouais. Est-ce qu'il y a des moyens pour vous de vous pratiquer donc sur des... évidemment, il n'y a pas sur des humains, mais sur des espèces de mannequins qu'on peut reproduire à l'œil humaine, par exemple? Non, il faut vraiment le faire malheureusement, mais on fait pas ça avec plaisir, mais sur des animaux. Donc, on devra retourner chez le porc parce que ça doit être fait dans un organisme vivant à cause des fluides, des liquides, des pressions intraoculaires, des conditions générales d'anesthésie. Donc, on reproduit carrément une chirurgie qu'on ferait chez un patient humain. Donc, c'est vraiment on doit démontrer que ça fonctionne bien dans ce contexte-là avant d'avoir une permission, par exemple, de Santé Canada pour aller faire une étude de phase 1 chez l'humain, où là, on va faire peut-être 2 ou un maximum de 10 patients qui ont déjà perdu la vue. Donc, on appelle ça une étude de phase 1 qui est à la base une étude de sécurité. On va être sûr qu'il n'y a pas que c'est sécuritaire. Et ensuite, on va voir si on a une fonction. Est-ce qu'on restaure, est-ce qu'on améliore la fonction? Donc ça, peut-être dans un avenir, dans 4-5 ans, on va être rendu là. On serait peut-être rendu à l'étape de l'étude clinique chez l'humain. Donc, c'est quand même encore un long processus, mais il y a quand même des choses positives qui sortent de ça. Là. Ça donne espoir que dans plusieurs années, il y a des personnes qui ont perdu la vue qui pourraient la retrouver. Oui, ça serait merveilleux. C'est mon objectif. Je travaille là-dessus depuis. J'ai commencé en 2000 sur ce projet-là dans ma tête. Ensuite, ça commence toujours à la tête. Hein? Ça a commencé par la tête. Ensuite, c'était les mains qui ont et avec une très grosse équipe de recherche. Mais un avenir de 4-5 ans là, pour faire une étude clinique, c'est quand même très, très bon. Là, oui, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Là. Mais... Évidemment, pour la sécurité du public, des gens qui vont être sous le bistouri. Là. Oui, c'est ça. Ça, c'est notre priorité numéro 1.
Mais ça, bon, l'aspect chirurgical, on a vraiment des très, très bons neurochirurgiens ophtalmiques là, au Québec. Donc ça, c'est pas problématique. Mais on va être sûr qu'on a un haut taux de succès, puis qu'on s'approche de plus en plus vers notre objectif, c'est de restaurer, du moins en partie, la fonction visuelle chez des gens qui ont, à toute fin pratique, perdu toute la vision centrale. Donc, on parle des patients qui souffrent de dégénérescence maculaire, de la maladie de Stargardt, ou des patients qui souffrent de rétinite pigmentaire, mais en phase vers la fin de la maladie, où là, ils perdent aussi toute la vision centrale. Donc, ça serait extraordinaire si on pouvait accomplir ça. En fait, ça permettrait donc de au moins rétablir une partie de la vision. Donc, ces gens-là pourraient retrouver une partie d'autonomie dans leur quotidien. Oui, ça ferait, même si on récupère 25% de la vision centrale, ça ferait une énorme différence. Oui, c'est quand même pas trop mal, là. Ça serait extraordinaire, parce qu'il deviendrait, il passerait d'un état de pas du tout d'autonomie ou très peu à des gens pratiquement autonomes ou semi-autonomes, donc fonctionnels pour faire toutes leurs activités quotidiennes. Donc, merci beaucoup, docteur Gilbert Marnier. On va suivre ça de près dans les prochaines années et on vous souhaite énormément de succès. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Détour. On est maintenant avec Mme Janet Rodriguez. Mme Rodriguez qui est coordonnatrice de sensibilisation en Ontario pour le handicap sans pauvreté. Bonjour, Mme Rodriguez. Oui, bonjour, Elisane. Comment ça va? Ça va très bien. C'est très, très froid ici à Toronto, mais c'est l'hiver. C'est froid également à Montréal, je vous rassure. Oh, oui, ça c'est l'hiver. Oh, vous allez nous parler donc le Mouvement sans pauvreté et Campagne 2000 qui ont publié un rapport conjoint sur la pauvreté liée au handicap. Oui, ça s'est passé le 3 décembre pour commémorer le jour international des personnes en situation de handicap qui est marqué annuellement. En fait, il y a un rapport sur la pauvreté. Quel est le but de ce rapport-là? Pourquoi vous le publiez? Nous publions, ça c'est la deuxième fois que l'handicap sans pauvreté et la campagne 2000 ont publié un rapport sur la condition financière des personnes en situation de handicap et spécifiquement la situation de pauvreté. Et nous avons que la partie de la population canadienne n'est pas d'accord que les personnes en situation de handicap vivent dans la pauvreté. L'an dernier, nous avons publié les rapports et le gouvernement fédéral a reçu une note de I pour incomplet parce que il prenait trop de temps pour finaliser la loi, pour faire toutes les choses légales, pour commencer à dérouler les régulations. Et cette année, nous avons donné au gouvernement fédéral une note de F parce qu'ils n'ont fait on leur promis d'aider ou de lever les personnes en situation de handicap qui vivent dans la pauvreté. Quels sont vos principaux constats avec ce rapport-là sur la pauvreté des personnes en situation de handicap? Bon, les choses que nous voulons, est-ce que ils reconnaissent que chaque personne qui vit en situation de handicap ne peut pas travailler. La plupart des fois, ils vivent sans revenus. Ils vivent avec leur famille, les parents principalement, ou s'ils vivent seuls, ils doivent payer pour toutes ces choses.
du revenu provincial d'assistance pour les personnes en situation de handicap. Nous demandons que la solution soit plus rapide. Le gouvernement apprenait trop de temps pour le dérouler. La deuxième chose que nous pensons c'est un problème, c'est comment une personne peut qualifier pour recevoir la prestation canadienne pour personnes en situation de handicap, le PCPH. Et c'est une condition d'éligibilité très, très étroite. Et il faut faire 2 ou 3 pas pour pouvoir qualifier et potentiellement recevoir ces montants. Vous dites également que le montant est insuffisant. Hein? On parle de 200 dollars par mois. Vous voudriez que ce soit le double, en fait. Donc, qu'on atteigne au moins 600 dollars pour les personnes qui sont admissibles. Bon, je veux faire un point de clarté. La loi, c'est que si une personne qualifie, et cette personne peut recevoir jusqu'à 200 dollars par mois. Ça veut dire que la personne peut-être va recevoir 10 dollars, 50 dollars ou jusqu'à 200 dollars par mois. Vous faites bien de le spécifier, effectivement. Et la question, c'est que les personnes qui vivent en situation de handicap ont besoin de plus des choses pour le transport, pour se ranger à la maison, des alimentations spécifiques ou spéciales. Et tout ça coûte beaucoup plus d'argent. Et le montant de 200 dollars par mois n'est pas assez. C'est seulement 6 dollars 60 chaque jour. Ça, n'est pas assez pour un café à Tim Hortons. Effectivement. Oui, et ici à Toronto, il y a l'Institut Wellesley. Ils ont publié une étude de recherche et de politique l'an dernier, et ils ont trouvé que pour une personne en situation de handicap, pour vivre bien à Toronto, ils ont besoin de 30% de plus de revenus qu'une personne qui n'a pas des handicaps. Et ça dit aussi dans votre rapport qu'une personne sur 6 en situation de handicap est en situation de pauvreté. Donc, non seulement ça leur coûte plus cher, mais on gagne moins quand on est en situation de handicap. Oui, effectivement. Et dans un pays comme le Canada, c'est un pays riche, c'est un pays qui a beaucoup de ressources, ça ne devra être la situation. Et effectivement, c'est inacceptable. Et c'est inacceptable. Et c'est la situation que la personne ne peut pas travailler. C'est seulement une partie de la continuité des barrières que les personnes en situation de handicap fassent dès les moments qu'ils sont devenus handicapés. Et il y a quelques personnes qui sont nées avec un impédiment visuel, de mobilité, etc., et des autres personnes, comme moi, par exemple, nous devenons handicapés pour un accident ou une maladie, et des choses différentes. Mais il y a beaucoup de barrières pour l'éducation, pour l'éducation postsecondaire, pour le travail, pour le transport, même pour louer un appartement qui soit accessible. Usuellement, ça coûte plus et il y a pas trop de disponibilité des départements disponibles. Oui, c'est la même chose à Montréal. Avec la crise du logement, ça devient beaucoup plus difficile pour tout le monde, mais particulièrement là, pour les personnes qui sont en situation de handicap. C'est vrai. Et je pense
l'handicap sans pauvreté, nous sommes une organisation nationale et nous écoutons le même problème, nous faisons les mêmes barrières, n'importe si c'est la Colombie-Britannique ou le Nouveau-Brunswick, c'est le même type de barrières, les discapacitisme, l'exclusion des personnes en situation de handicap. Ils ont toujours vu comme une personne qui ne peut pas faire quelque chose, doesn't belong here. Il n'y a pas une place. Il n'y a pas de place pour les personnes en situation de handicap dans la société. C'est quoi la suite là, pour vous en tant qu'organisme Handicap sans pauvreté? Qu'est-ce qui va suivre dans votre militantisme, dans votre combat? Bon, nous avons commencé l'an 2025 avec beaucoup de surprises, parmi deux la démission de notre Premier ministre Trudeau. Et maintenant, nous avons les risques que soit qu'il soit élu comme le prochain gouvernement. Et si nous n'avons pas toutes les régulations finies, si nous n'avons pas tous les processus en règle à vérifier et pour commencer, ça veut dire que si le nouveau gouvernement pense que c'est pas nécessaire de donner ces $200 pour les personnes en situation de handicap, eux peuvent faire ça parce que tous les processus qu'on a commencé en 2022 ne sont pas finis. Et quand le gouvernement est prorogué, tout est revenu à zéro. Tout doit recommencer. Oui, effectivement. Si on tombe en élection avant que ce soit donc terminé au niveau législatif, on risque de perdre même ce $200 qu'on avait gagné. Donc, pour vous, ça, c'est une inquiétude. C'est ça. Oui. Madame Janet Rodriguez, merci beaucoup. Vous êtes coordonnatrice pour l'association donc Handicap sans pauvreté en Ontario. Merci de votre travail et merci de nous avoir accordé un peu de temps aujourd'hui pour nous parler donc du rapport qui a été déposé en décembre dernier. Mais merci à vous et à toute votre audience.
On revient pour ce troisième segment de l'émission avec la revue de presse. On va voir un peu ce qui s'est passé donc au cours des derniers jours au niveau des nouvelles. Et on commence donc à l'international avec l'Université de la sagesse qui est un pas décisif vers l'inclusion universitaire. Donc, l'Université de la sagesse, qui est une université donc, qui permet aux personnes en situation de handicap de poursuivre des études universitaires. Et quand je parle d'handicap, évidemment, je parle d'handicap de façon large, donc à la fois des handicaps moteurs, mais également, donc, par exemple, il y a des troubles d'apprentissage qui pourraient mener des personnes en situation difficile pour avoir accès à l'université. Donc, cette université-là, on l'appelle l'Université de la sagesse, et elle vient donc d'être mise sur pied le 3 décembre dernier à l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Donc, on a mis 8 départements de l'université en place. Ça se veut donc une université pour les étudiants en situation d'handicap, mais également pour leurs familles, pour les gens qui ont besoin d'une écoute particulière ou les gens qui ont besoin d'une formation particulière. Donc, par exemple, les gens qui travaillent avec des personnes en situation de handicap. Ça a lieu donc au Maroc, cette université-là. On veut permettre donc forcément l'accès aux personnes en mobilité réduite. Donc, on parle d'une université qui est complètement adaptée avec des rampes, adaptées aux fauteuils roulants, adaptées avec également des ascenseurs. On veut aussi permettre à des personnes qui auraient de la difficulté au niveau de l'apprentissage d'être suivies, d'avoir un suivi régulier pour avoir pour mettre en place, des objectifs avec la personne et répondre à ses besoins particuliers. Donc, on va pouvoir mettre des accommodements en place pour les personnes en situation de handicap qui en auraient besoin. Entre autres, par exemple, plus de temps pour les examens. Également, des locaux fermés pour ces personnes-là en situation d'examen si il y a besoin. Et des preneurs de notes, par exemple, c'est un peu comme on voit dans nos universités ici, donc au Québec. Mais étant donné que c'est au Maroc, c'est quelque chose qui est quand même nouveau pour eux et qui fait une avancée, donc, au niveau des droits des personnes en situation de handicap parce que c'est difficile là, dans des pays du Maghreb, entre autres, et dans toutes sortes d'autres pays dans le monde, pour les personnes en situation de handicap, d'avoir accès à l'université, soit pour des raisons physiques, donc l'université n'est pas adaptée, soit parce que les besoins des personnes en situation de handicap ne sont pas pris en compte, ne sont pas respectés dans l'enceinte universitaire, dans le monde universitaire. On passe maintenant au collectif Handicap qui formule 200 propositions pour l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. C'est un collectif qui réunit 50 associations nationales qui dressent un bilan des avancées par la loi du 11 février 2005 en France. Donc, 20 ans plus tard, presque 20 ans plus tard, donc ça fera 20 ans le 11 février, le collectif Handicap se rend compte que finalement, on n'a pas assez avancé pour le droit des personnes en situation de handicap en France. On met donc de l'avant 200 propositions pour rendre pleinement effective la loi du 11 février 2005 qui promettait donc l'accessibilité universelle aux personnes en situation de handicap. Dans une conférence de presse le 14 février, on déplore en fait que le gouvernement français n'ait pas mis d'avant assez de financement, mais également n'ait pas mis d'avant assez de projets pour avoir une accessibilité universelle au pays. On a un document donc de 160 pages qui regroupe les 200 propositions pour les personnes des gouvernements pour aider donc l'inclusion des personnes en situation de handicap. On y aborde 18 thématiques comme le logement, les ressources économiques et la justice. Et on veut également formuler des propositions
pour faire avancer les droits des personnes en situation de handicap, mais également leur bien-être au quotidien. Parmi les revendications, on veut renforcer la 5e branche de la sécurité sociale dédiée au soutien et à l'autonomie des personnes âgées et en situation de handicap. On veut également augmenter les moyens au niveau politique des personnes en situation de handicap. Il y a la loi de 2005 mise en place par la Maison départementale des personnes en situation de handicap a mis un guichet unique pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à leurs droits et à leurs prestations. Il s'agit tout de moins d'une grande avancée qu'on reconnaît dans le texte. Toutefois, l'accès aux droits souvent dépend des politiques gouvernementales, des politiques départementales, mais ils sont très hétérogènes. Donc, tout dépendant du département où on se trouve en France, on a plus ou moins accès à nos droits et plus ou moins de chances au niveau des services auxquels on a accès, ce qui évidemment va à l'encontre des droits des personnes, des droits universels des personnes, parce que en situation de handicap ou pas, en théorie, on a tous les mêmes droits. Donc, la priorité pour le collectif est de proposer des solutions pour les personnes en situation de handicap et de répondre à les pénuries de professionnels formés pour aider justement à atteindre le plein potentiel des personnes en situation de handicap. Le 10 février prochain, donc à la veille du 20e anniversaire de la loi sur le handicap, on va avoir une mobilisation qui dénonce une action politique insuffisante depuis les années 1975. Alors qu'une loi majeure définissant l'intégration des personnes en situation de handicap avait été mise sur pied comme étant une obligation nationale. Donc, on parle quand même d'il y a 50 ans. Et malheureusement, les avancées sont peu nombreuses. Donc, il y aura une manifestation le 10 février en matière de droits pour le handicap avec le collectif pour le handicap, les 54 associations qui en font partie. Finalement, on a le DMLA qui est la première cause de handicap visuel en France. C'est une dégénérescence maculaire, on en parlait un petit peu plus tôt avec le docteur Barnier, qui est à l'âge qui touche environ 1,5 million de personnes de plus de 50 ans en France. Elle doit être repérée tôt et avoir un traitement qui aide à mieux prévenir la dégénérescence pour les personnes qui en sont atteintes. Et la fréquence de la dégénérescence maculaire est un facteur de risque extrêmement important pour la perte de vision en France. C'est également le cas, évidemment, au Canada. Ici aussi, on a différents problèmes au niveau de la dégénérescence maculaire qui causent, on l'a dit plus tôt, des problèmes au niveau de la vision. La prise en charge du degré la prise en charge dépend du degré d'évolution de la maladie maculaire et de sa forme. Donc, plus l'avancement de la maladie est tôt, plus on a d'options de traitement et plus c'est pris tard, évidemment, plus les options de traitement sont limitées. Donc, on vous j'encourage à aller voir un professionnel pour la santé des yeux de façon régulière pour être capable de faire des suivis et pour être capable de détecter, donc, s'il y a un problème à vos yeux avant que ça devienne un élément problématique. Donc, il faut toujours consulter chaque année, même quand on n'a pas de problème particulier, parce qu'on peut ne pas avoir encore de symptômes et développer des différents problèmes au niveau de la vision, entre autres la dégénérescence maculaire qui cause des problèmes et éventuellement pourrait causer donc un aveuglement total pour les personnes qui la subissent. La façon de ne pas en arriver là, évidemment, c'est d'avoir des traitements rapidement lorsque la maladie est détectée. Donc, on vous revient après cette légère pause pour avoir des nouvelles au niveau local.
Maintenant, au niveau local, on fait un retour sur le sommet virtuel des talents inexploités de 2025. C'est un mini-colloque qui est organisé par le Conseil canadien de la réadaptation et du travail. Quand je dis mini-colloque, c'est littéralement un mini-colloque, ça a duré 3 heures. Par contre, on a pu voir donc des questions d'accommodation au travail. Aussi, on a parlé d'hésitation à demander des accommodations au travail. Il y a beaucoup de gens donc qui hésitent à demander des accommodations par peur, par exemple, de perdre leur emploi ou par peur d'être jugés par les collègues ou par les supérieurs. Il y a quand même 1 personne sur 10 également, selon les études, qui ont fait face en 2024 à un refus d'emploi directement lié à leur handicap. Donc, on vous rappelle que ça, c'est illégal, mais que ça arrive encore. Donc, par exemple, la Commission des droits de la personne peut vous aider à avoir des recours si jamais quelque chose comme ça vous est arrivé dans les derniers mois. Mais ça montre à quel point on a encore des difficultés pour les personnes en situation de handicap d'avoir accès au marché du travail malgré le fait que ces personnes-là soient compétentes et aillent différents diplômes qui peuvent attester de leurs compétences. Il y a aussi une hausse d'emploi des personnes en situation d'handicap qu'on a vu pendant la pandémie. Et ça pose des questions à savoir comment on peut faire en sorte que les personnes en situation de handicap soient capables d'accéder au marché de l'emploi maintenant que la pandémie est grosso modo terminée. Ce qui a fait en sorte qu'il y ait une hausse des personnes en situation de handicap, c'est bien sûr évidemment il y a le télétravail, mais également, il y a pénurie de main-d'œuvre. Donc, peut-être que de mettre le télétravail plus accessible, c'est une façon, par exemple, de permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder au travail facilement. Finalement, dans la région des Laurentides, on est la seule région au Québec à avoir développé un modèle central exclusivement pour le prêt d'équipement adapté. Donc, Loisirs Laurentides a récemment lancé un point de service pour le prêt d'équipement pour faire du sport ou des activités physiques. Donc, si vous voulez faire des sports d'hiver, vous pouvez accéder à Loisirs Laurentides et avoir un prêt pour des équipements. Ça permet évidemment à des personnes en situation de handicap de tester différents sports, différentes activités d'hiver et les prêts sont gratuits. Donc, c'est quelque chose qu'on devrait avoir évidemment dans toutes les municipalités au Québec et on salue l'initiative de Loisirs Laurentides de mettre de l'avant ce système de prêt pour des équipements de sport et des équipements d'activité pour les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. C'est tout simple, mais ça fait une différence pour les personnes qui veulent bouger et pour leur santé mentale. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour les nouvelles et pour l'émission Sans détour. Merci à Mathieu Tessier à la régie. Merci également à Claire Guérin à la recherche. Et de notre côté, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Sans détour. Bonne semaine!